Allez, aujourd'hui, je veux vous parler de la dernière lettre de Bank of America qui est sortie vendredi dernier, mais que je trouve, comme très souvent, particulièrement à propos et intéressante. Donc, je vais vous l'afficher à l'écran, on va l'afficher. Premièrement, je regarde l'indicateur de Bank of America que je trouve toujours beaucoup plus pertinent que ceux qui sont partagés sur les réseaux, qui sont ceux de CNBC, etc. et qui vous montrent très souvent une énorme volatilité, c'est-à-dire soit vous êtes vraiment en forte peur, soit vous êtes en fort grid, c'est-à-dire achat et compagnie, et donc ça pousse également énormément de volatilité et de biais au sein des personnes qui vont lire ces propos-là. Je préfère celui de Bank of America parce qu'il est beaucoup moins volatile. Donc vous le voyez par exemple ici, il est à peine au milieu. Donc on est loin du surachat, de l'euphorie, du marché complètement débile qui peut être justement biaisé par celui qui sort de CNBC là et qui est lui-même trop volatile, et donc ça rajoute au bruit de marché. Celui-ci est beaucoup moins volatile et je trouve est beaucoup plus en lien avec la réalité du marché. C'est-à-dire que la réalité du marché, c'est que ce rebond qui a eu lieu, qui a été très puissant, a surtout pris, et surtout de l'algo, a surtout pris de court énormément de gérants. Donc, et dans le sentiment de marché, si vous voulez, ben, on est un petit peu entre les deux. Donc là, on est vraiment dans la réalité aujourd'hui. C'est ce qu'on doit ressentir en tant qu'investisseur, c'est qu'on est un petit peu partagé. Donc ça, pour moi, c'est le premier point et c'est la réalité. Donc quand on regarde l'idée ici de Bank of America, c'est en gros, il nous explique que sur ce premier trimestre, ce qu'on s'était déjà dit dans les anticipations de fin d'année, mais en gros, première partie de l'année, finalement, on est rassuré, on n'a pas de landing dans le sens, c'est même pas du soft landing, c'est-à-dire on a une économie qui est encore très robuste, mais l'idée de tout cela, c'est de se dire que c'est qu'une question de temps et que le marché de l'emploi, le marché économique, le marché immobilier, etc., on peut se dire qu'ils sont résilients aujourd'hui, mais parce qu'il faut se dire qu'on a eu le choc exogène du Covid et que ça, la transition, la digestion, si vous voulez, elle se fait beaucoup moins vite que ce que la majorité des gens pensent. Même avec des taux qui remontent à 5%, ça se résorbe pas aussi facilement que ça. Et l'erreur interviendrait maintenant que les banques centrales, justement, utilisent les statistiques de résilience de l'économie maintenant pour continuer de monter leurs taux bien au-delà des targets qu'elles ont annoncés. Parce que l'erreur viendrait là, parce que d'une part, on ne prendrait pas en compte que les précédentes hausses de taux n'ont pas encore impacté l'économie, donc il faut 6 mois, 9 mois. Donc ça veut dire que toutes les hausses de taux qu'on a eues de fin d'année 2022 à 0,75, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'elles sont déjà en train d'impacter l'économie. Donc elles vont commencer à impacter l'économie seulement ces prochains mois. Donc si on commence à continuer d'augmenter les taux maintenant, eh ben, ça veut dire qu'on va encore plus impacter l'économie en fin d'année 2023, alors que d'ores et déjà, dans 3-4 mois, on ne sait pas si la dégradation économique ne va pas commencer à s'accélérer beaucoup plus rapidement. Donc en gros, c'est toujours la même chose, si vous voulez, c'est là où il faut faire très attention aux statistiques qu'on utilise, parce qu'on utilise souvent des statistiques, mais qui nous donnent des revues passées. Or, ce qu'il faudrait, c'est se projeter. Mais la mission de la Banque centrale américaine et des autres banques centrales, c'est pas d'être réactive ou d'être proactive quelque part. Hein. Donc elles n'anticipent pas. Donc elles vont être justement dans la réactivité, mais très souvent dans la lenteur. Donc, ce que nous rappelle également Bank of America, c'est que l'augmentation des taux, historiquement, ça a toujours cassé quelque chose dans l'économie à un moment donné ou à un autre. Donc là, on a de la résilience parce qu'on sort du Covid, il y a encore des gouvernements qui font des aides, donc on a encore un certain surplus, donc on avait également une meilleure santé, donc on rentre, si vous voulez, dans un cycle de hausse de taux avec des meilleures santé, donc c'est ça qui crée le fait que vous avez un délai et un temps de latence. Mais pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, on va y aller. Donc ce côté hard landing, si vous voulez, sera d'autant plus fort si les banques centrales continuent d'augmenter les taux maintenant, sans prendre en considération qu'il faut donner du temps justement pour que déjà les augmentations de taux qu'elles ont faites commencent à impacter l'économie et qu'on commence véritablement à voir la faiblesse de l'économie seulement dans quelques mois. Et à intégrer que voilà, le Covid, ça a chamboulé beaucoup de choses. On n'est pas dans un cycle, si vous voulez, naturel et classique. Donc il va falloir le temps de la transition pour qu'on y retourne.
Donc voilà, ça c'est le premier élément. Donc en gros, première partie de l'année, on est agréablement surpris, l'économie résiste, les résultats résistent et donc on joue le rebond qu'on est en train de jouer. Mais deuxième partie de l'année, à un moment donné ou à un autre, le marché re-anticipera qu'on part sur de la récession et même chose, ça sera où on met le curseur. Ça sera ça, la vraie question, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'on met le curseur sur une récession tranquille ou est-ce qu'on met le curseur sur une récession forte? Et est-ce qu'on met le curseur sur le fait que la Fed a continué d'augmenter les taux bien au-delà du raisonnable alors que le paquebot commençait déjà à tourner et donc à partir de ce moment-là, on va commencer à mettre le curseur sur une récession plus. Et c'est ça qui risque à un moment donné de créer l'endommagement à l'économie et de casser un truc dans l'économie, une faillite, un truc, un too big to fail. Voilà, c'est le signe noir quelque part que l'on attend et qui est toujours inattendu par définition, bien entendu, et qui n'est pas prévisible. Mais voilà, c'est l'idée qu'on peut se dire où, à un moment donné, si vous voulez, ça va coincer. Donc ça, voilà, pour moi, c'est un premier élément. Et là-dessus, donc, on retrouve donc la surperformance de l'Europe, dont on avait déjà parlé, la sous-performance des US, mais également avec ce no landing, le rebond des valeurs technologiques et le fait que comme sur tout 2022, elles étaient dans des fortes tendances baissières, elles avaient été énormément shortées, on s'est retrouvé dans une concentration, si vous voulez, de la même manière qu'aujourd'hui, quand vous avez tout le monde à l'achat à les mêmes actions, et donc concentre les portefeuilles dans des grosses positions, et donc à un moment donné, si vous voulez, les portes de sortie de secours sont trop petites quand tout le monde veut sortir un petit peu. Et donc vous avez les short squeeze que vous avez, donc vous avez des hausses sur des boîtes qui sont pas saines et qui finiront certainement dans quelques mois à la casse, et ce qui fera dire à certains que le marché est complètement débile de les avoir fait monter de 100% en 3 semaines. Mais l'idée, c'est pas que le marché est débile, c'est que la majorité des personnes ne comprennent pas qu'est-ce qu'est le marché. Le marché, c'est une relation offre et demande avec des acheteurs et des vendeurs, si vous voulez. Donc vous avez non seulement une liaison à long terme avec les profits des sociétés et avec la macroéconomie, mais sur du court terme, vous avez aussi des éléments techniques à prendre en compte. Des éléments techniques de quantité et de relation offre et demande. Et c'est-à-dire que quand vous avez justement beaucoup de personnes qui ont la même position, il suffit de faire un petit peu peur pour que vous projetiez un certain nombre d'algos et de dérisques et d'arbitrage. Et comme tout le monde a gonflé ces positions-là pendant des mois et des mois et des mois, ils se retrouvent avec pas suffisamment de contrepartie. Et donc c'est ça qui crée la volatilité sur du court terme. C'est pas quelque chose de débile en soi, c'est parce que le marché, c'est également des profits des sociétés, de la macroéconomie, mais c'est aussi surtout de la technicité, de la technique de marché, une relation offre et demande. Et donc ça, il faut le comprendre aujourd'hui dans les mouvements que vous pouvez avoir de hausse sur des dossiers qui sont pourris. Il faut comprendre que vous aviez énormément de vendeurs à découvert qui sont obligés de se racheter à un moment donné ou d'acheter des titres pour couvrir leur position et conserver leur position de vente à découvert sur des titres qui n'ont pas forcément suffisamment de contrepartie. Donc ça, c'est les éléments techniques qu'il faut avoir en tête également. Donc ce que nous explique Bank of America également, c'est qu'il ne faut pas tuer l'inflation trop vite, il ne faut pas croire que l'inflation va baisser d'un coup, il peut y avoir des remontées d'inflation, il peut justement avoir avec la réouverture de la Chine, de l'Asie au sens général, une remontée des prix des hydrocarbures et à partir de ce moment-là, de l'inflation. Donc ça peut pousser les banques centrales à pousser un petit peu trop loin et à finir par casser un truc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut pousser déjà l'inflation à rester plus élevée que ce que l'on croit et à ne pas descendre, en tout cas, en ligne droite. Et à partir de ce moment-là, donc, ça peut pousser, à un moment donné, si vous voulez, à faire la culbute inverse, c'est-à-dire d'avoir un petit peu plus peur du hard landing, de sabrer les valeurs technologiques qui ne sont pas rentables, d'aller chercher plutôt des valeurs de qualité qui ont un pricing power, donc qui peuvent résister à l'inflation, mais qui peuvent aussi résister à de la récession. Mais sinon, on va sabrer tout ce qui est cyclique et tout ce qui est également valeur de croissance, mais non rentable. Donc du coup, Bank of America se dit qu'en gros, tant qu'on ne va pas dépasser les 4200 points sur le S&P, on va plutôt jouer pour la suite les 3800. Bon, en même temps, ça fait 400 points de baisse, c'est pas non plus énorme. Et je rappelle, en fin d'année 2022, ils jouaient plutôt l'inverse. Ils jouaient une baisse du marché
sur la première partie de l'année et une hausse du marché sur la seconde partie de l'année sur la base justement que la Fed ferait son pivot. Or, on voit le marché a également cette capacité d'anticipation et finalement d'avoir anticipé une récession plus grave et qui n'arrive pas, et donc on fait le rattrapage. Mais ça ne veut pas dire justement que dorénavant, on ne va pas avoir un retour à la moyenne, parce que cette récession qu'on a anticipée l'année dernière, finalement, on ne s'est peut-être pas planté sur le fait qu'elle va arriver, on s'est planté sur le timing. Donc le marché a réajusté, mais il réajustera peut-être dans plusieurs mois quand il commencera à repenser qu'on va y avoir droit. Et comme je vous ai dit, la variable d'ajustement, ça va être où on met le curseur. On va y avoir droit, oui, mais combien ça va représenter? C'est ça la seule question. Ce que j'aime bien aussi avec Bank of America, c'est qu'ils disent des trucs que j'essaye de répéter aussi longtemps, c'est qu'ils parlent de l'illusion des indices. Ils parlent notamment de l'illusion où tout le monde aujourd'hui parle de la performance du CAC 40, de l'Europe, des US, etc. Et on se dit, waouh, les marchés boursiers continuent de monter. Mais en fait, tout ce que font les marchés boursiers, c'est offrir une résilience face à l'inflation. Si vous regardez, vous avez des inflations en Europe qui sont aux alentours des 6-7%, dépendamment des pays. Et vous avez des marchés qui ont monté cette année de 10%. Donc ce que l'on a surtout actuellement, c'est finalement des rentabilités qui ne sont pas si énormes que ça si vous sous-traitez de l'inflation. Évidemment, ça dépend si vous prenez l'inflation au mois par mois ou si vous prenez l'inflation sur l'année. Là, Bank of America, pour pousser un petit peu leur schmilblick, ils prennent sur l'année écoulée alors qu'on pourrait prendre que sur les mois en cours de la performance du marché, parce que là on est sur une vraie performance, parce que l'inflation c'est quand même bien réduite si on regarde mois par mois, et vous avez une performance de 10% sur le début de l'année des bourses. Donc c'est là aussi où il faut mettre un petit peu le bémol et pas non plus boire pour argent comptant un petit peu tout ce qui est dit. Ce qui est intéressant, et j'ai fait une autre vidéo donc je ne vais pas y revenir ici, on reparle de la dette publique évidemment des US, avec le fait qu'on va pouvoir payer, on ne va pas pouvoir payer avec l'augmentation des taux, mais je suis rentré beaucoup plus dans le détail dans une autre vidéo. On parle du fait que vous avez donc la désinflation et vous avez également la réduction de la hausse des taux. C'est ça qui est important de comprendre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent quand je dis et quand je parle de la baisse de l'inflation, et beaucoup de gens qui disent « ouais mais les prix vont pas baisser ». Ben non. Les prix qui baissent, c'est la déflation. La désinflation, c'est une moindre hausse des prix, mais vous avez quand même une hausse. Okay, donc c'est juste qu'on n'a plus une hausse exponentielle en mode 6-7% et plus dans d'autres localités, mais vous retrouvez potentiellement une décélération, donc au lieu d'avoir du 7, vous passez à du 3-4, mais vous restez dans une augmentation des prix. Les prix ne baissent pas, vous avez juste une moindre hausse. Ça c'est très important à répéter. On est dans ce cycle-là actuellement, même si vous pouvez avoir des petits rebonds d'un mois sur l'autre, on est dans un grand cycle de désinflation, de réduction de l'inflation, mais on reste dans de l'inflation hein, et on ne va pas la tuer du jour au lendemain. C'est des processus qui sont très lents. Donc derrière, il nous faut un petit topo sur le marché français qui est le marché le plus performant. Donc Cocorico, grâce au luxe notamment, grâce aux banques. Donc on a bien fait cette rotation, si vous voulez, d'un point de vue zone géographique, parce que l'euro est bien remonté, mais également d'un point de vue secteur, où on est revenu sur des secteurs qui profitent de la hausse des taux, comme les banques, les cycliques, on est revenu sur de la value, et les marchés émergents et les marchés européens, ils sont blindés de ce genre de valeurs-là, ce qui fait qu'ils ont sous-performé pendant la décennie 2010-2020, parce que c'était essentiellement une décennie de baisse des taux et donc on jouait les valeurs de croissance, et nous en tech on n'en a pas beaucoup, ou elles ne sont pas fortement pondérées dans l'indice, donc on a sous-performé ces niveaux-là, mais dorénavant si vous voulez, il y a de la surperformance parce qu'on va privilégier des entreprises de qualité qui ont une visibilité, qui ont du pricing power, et là vous avez le luxe, les banques qui profitent de la hausse des taux et qui ont un aspect défensif. Et vous rajoutez par tout cela le fait que vous avez la guerre en Ukraine, on s'est un petit peu calmé là-dessus, et donc vous avez l'euro qui est remonté, et donc toute la concentration d'actifs qui avait eu lieu ces 10 dernières années sur les US, et ben vous avez pas tout le monde se replie bien entendu, mais vous avez une diversification, et il suffit que vous ayez 5% de l'argent qui sortent un petit peu des US pour revenir s'investir sur les marchés domestiques européens, asiatiques, Amérique latine et japonais, etc. Et comme ce sont des marchés qui sont plus étriqués, qui sont moins liquides que les marchés des États-Unis qui est énorme, et ben ce montant qui peut paraître pas énorme pour les US, et ben il fait des gros impacts et de grosses variations
de réinvestissement sur des plus petits marchés, entre guillemets, comme les marchés européens. Et donc ça, c'est ce qui crée également, avec les trackers, avec l'investissement passif et compagnie, eh bien, on continue de gaver un petit peu dans ce qui était déjà surpondéré dans les indices, eh bien, on continue de gaver des flux là-dedans. Ce qui fait que, en gros, on a les surpondérations qui continuent de grossir, mais à un moment donné, voilà, comme je vous ai dit, il va y avoir un problème technique, c'est que si vous avez un risque à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup de fonds ou de trackers qui ont les mêmes positions dans des proportions assez importantes et qui vont vouloir à un moment donné, pas tout sortir en même temps, mais sortir une partie en même temps que les autres et il risque d'y avoir un manque de contrepartie en face et c'est là où vous avez la volatilité qui peut se créer. Et cela sans rien changer au fait que le business est bon, que le luxe c'est pas demain la veille que les Chinois arrêteront d'acheter un sac. Voilà, donc c'est juste accepter que si vous voulez, sur le moyen long terme, ça change pas forcément grand chose, mais vous pouvez avoir de la volatilité sur le prix d'un point de vue technique, de la même façon que les rachats de vente à découvert. Ça c'est très important à comprendre cet aspect technique. Donc on a derrière un certain nombre de choses, mais qui sont aussi liées à la vidéo que j'ai faite sur l'endettement des US, donc ça je vais le laisser. Et pour moi ce qui est très important, c'est le pétrole. Donc là c'est là où on a la dualité, ce que j'ai essayé d'expliquer sur une précédente vidéo du week-end. Mais le pétrole c'est intéressant parce que si vous voulez, on est dans une réouverture de la Chine, donc de la consommation chinoise. On est également dans une économie qui est plus résiliente que ce qu'on avait prévu, donc qui est normalement plus consommatrice d'hydrocarbures. Et pour autant, le pétrole ne bouge pas tellement. Donc on est en droit de se dire, c'est bizarre quand même, le pétrole devrait remonter, les hydrocarbures devraient remonter. En plus, on n'est pas à l'abri que Poutine lance une nouvelle offensive en Ukraine, que ça recrée des tensions peut-être sur le gaz européen. Mais voilà, donc ça c'est l'aspect. Mais c'est là aussi où vous devez bien prendre le recul nécessaire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut croire à une désinflation durable, ce n'est pas, si vous voulez, ChatGPT et les nouvelles technologies qui font baisser les prix, etc., qui vont suffire. C'est la baisse des prix de l'énergie, et donc la baisse des hydrocarbures, la baisse des prix des hydrocarbures, la baisse également des métaux. Donc c'est tout ça sur lequel les politiques, les gouvernements doivent agir si on veut réellement aujourd'hui avoir demain une désinflation et une moindre inflation, il faut justement aller chercher des prix plus bas de l'énergie. Et pour aller chercher des prix plus bas de l'énergie, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut augmenter l'offre, donc il faut produire plus. Et pour produire plus, si vous voulez, malheureusement, il ne faut pas se réveiller du pied droit un bon matin, parce qu'on ne va pas le décider d'un claquement de doigts. Il faut ouvrir des usines, il faut ouvrir des mines, il faut trouver du pétrole, il faut faire des forages, etc. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Et comme ces 10 dernières années, avec l'ESG et compagnie, on a désinvesti et on continue encore aujourd'hui de dire on désinvestit le secteur, eh ben, c'est pas demain la veille, si vous voulez, qu'on va avoir une suroffre sur un certain nombre d'éléments, de métaux et d'hydrocarbures. Donc les prix intrinsèquement, si on sort du fait que les États-Unis sont en train de complètement vendre leur stockage stratégique, qui devront à un moment donné ou à un autre renflouer, donc ça sera une force acheteuse également. Typiquement, les prix, on le voit, ne peuvent pas baisser en dessous d'un certain prix, si vous voulez, de stress qui était lié à la guerre. Mais à un moment donné, si vous voulez, il y a un socle, c'est-à-dire que même si demain on a un hard landing, une récession, ça ne sera pas suffisant par rapport au déficit d'offres qu'on a entretenu ces 10 dernières années. Et puis c'est pas demain la veille également, si on veut une énergie moins chère pour justement avoir moins d'inflation, c'est pas quelque chose qui va se créer en 2 ans. Donc on parle sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que ce que vous pouvez essayer de comprendre, c'est qu'en termes de sous-vague, on est potentiellement dans une politique de prix de l'énergie moins cher que ce qu'on a connu en post-Covid et avec la guerre, parce que ce sont des éléments de stress, mais plus cher que ce qu'on a connu sur les 10 dernières années. Et donc c'est pour ça qu'on va parler plus d'inflation linéaire, mais pas d'hyperinflation. Et donc à partir de ce moment-là, c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que l'énergie aujourd'hui, alors évidemment on changera les façons dont on calcule l'inflation et ce genre de choses-là, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on sort des stats officielles, etc., c'est les prix de l'énergie qui sont le nerf de la guerre, et de toute façon il n'y
il n'y a pas de secret, hein, je veux dire, on est sorti de l'inflation des années 70-80 parce qu'on a, on a également eu du surinvestissement pour créer de la suroffre sur un certain nombre de métaux et d'hydrocarbures également, même si aujourd'hui on vient à payer notre pétrole beaucoup plus cher que ce qu'on le payait dans les années 70, je veux dire le ratio d'augmentation par rapport également où il faut prendre le ratio d'augmentation des salaires, parce que c'est ça qui est important, parce que dire que les prix augmentent, c'est une chose, mais il faut également voir combien et comprendre un petit peu la déflation du capitalisme sur un certain nombre de produits, c'est de voir combien de mois de salaire vous avez besoin pour vous payer cet élément-là. Quand vous prenez une voiture, par exemple, aujourd'hui, même si vous avez une montée en gamme et qu'on a l'impression que ces voitures sont de plus en plus chères, si vous regardez par rapport à combien de mois de salaire on a besoin pour se payer un modèle typique par rapport à ce dont on avait besoin dans les années 80 par exemple, vous vous rendrez compte qu'on n'est peut-être pas plus mal loti aujourd'hui, voire même mieux, parce qu'on a finalement un iPhone qui a beaucoup plus de mémoire et de capacité que ce qu'on pouvait avoir il y a 10 ans. Ça coûte plus cher, on a l'impression que ça coûte plus cher aujourd'hui, oui, mais comparément à la technologie que vous avez et au nombre de mois de salaire qu'il vous faut par rapport à il y a 10 ans, bah en fait vous vous rendez compte que vous payez moins cher aujourd'hui. Même chose pour une voiture. Aujourd'hui, quand vous achetez une citadine, vous avez l'impression que vous la payez plus cher que ce que ça valait il y a 10 ans. Mais même chose, si vous regardez dans les années 80-90, vous aviez certainement besoin de 10 ou 15% de salaire mensuel supplémentaire pour vous payer cette voiture-là. Et elle n'avait pas le niveau de sécurité, le niveau de confort ou ce que vous voulez que vous avez maintenant. Donc ça aussi, c'est toujours important de nuancer le propos et de prendre un petit peu de hauteur par rapport à juste les mecs qui vont vous montrer des stats comme ça en direct. Ah, c'est plus cher que maintenant, il y a l'inflation, le prix de la baguette c'est plus cher, etc. Oui, d'accord, mais il faut aussi comparer ce qui est comparable et prendre un petit peu de hauteur. Je pense que c'est important de voir les choses de cette manière-là. Voilà, et après, dans cette étude Bank of America, on a un certain nombre de flows. Et là, bon, globalement, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est les marchés émergents et le fait qu'on est dans des sous-vagues. Donc, je veux dire, vous avez un rebond du dollar, donc en gros, on se désinvestit un petit peu. Mais l'idée, là, première, c'est de dire, tout le monde reparle de la Chine. Mais moi, ce que je trouve important, c'est de bien comprendre qu'avec l'histoire des ballons, etc., on va rester et on reste dans une espèce d'histoire de guerre froide. Donc, c'est essentiellement des particuliers ou des hedge funds qui réinvestissent en Chine, mais des gérants qui sont plus sur du long terme, etc., je ne pense pas qu'ils réinvestissent en Chine, ou d'une manière très minoritaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a moins d'un an, tout le monde est sorti de la Chine en décrétant que c'était non investissable. Et je ne pense pas qu'on retourne la veste comme ça du jour au lendemain, parce que qu'est-ce qui se passe également quand vous êtes gérant? Vous avez besoin de protéger votre carrière. Imaginez, il y a un an, vous avez dit c'est pas investissable, je ne vais pas en Chine, et finalement un an après, vous y retournez parce que vous dites bah, je ne peux pas louper le rebond, etc. Et j'ai besoin de la performance. Et puis, paf, il se passe, je ne sais pas, un incident géopolitique, peu importe, et vous vous retrouvez avec des pertes à moins 20, moins 30 que vous avez besoin de justifier à la clientèle. Et la clientèle va vous expliquer, ouais, mais c'était non investissable la Chine, pourquoi vous y êtes retourné? Vous n'êtes pas pardonné, merci, au revoir. Hein, les gérants, si vous voulez, c'est toujours un petit peu, on fait le truc aussi dans la sécurité parce que je protège mon emploi. Si j'achète du Apple, globalement, et que Apple perd 30%, bah, comme j'ai fait comme tous mes petits copains, et qu'eux aussi ils ont perdu 30%, on ne va pas m'en vouloir. Globalement, en gros, on ne va pas m'en vouloir et on ne va pas me virer parce que je fais une erreur. Si j'achète par exemple Carvana et qu'au lieu de faire 100% en 3 mois, ça fait banqueroute parce que tout le monde sait que ça va finir par faire banqueroute éventuellement, ou lever énormément tellement de capitaux que vous allez vous faire diluer, etc. Bah forcément, si vous voulez, personne ne va vous applaudir concrètement pour avoir fait 100%, mais dès que vous allez faire banqueroute, etc., tout le monde va vous pointer du doigt en disant « mais pourquoi tu as pris ce risque ?» C'était évident que le truc allait faire banqueroute, etc. Donc c'est dans le même cheminement de pensée, si vous voulez, il faut bien comprendre un petit peu comment les flux s'orientent en fonction non seulement d'une logique d'investissement, mais également en fonction de sécurité de l'emploi quelque part, si vous voulez. À un moment donné, c'est plus facile de justifier à un client qu'on a fait moins bien que le marché ou qu'on a fait comme le marché, plutôt que de justifier qu'on a pris un pari,
que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il était content parce qu'on a super formé le marché, mais la 4e année, on s'est pris une benne. Et le client nous vire parce que la 4e année, on s'est pris la benne. Alors que les 3 années, en gros, il a mis les œillères de ne pas voir le risque qu'on prenait à ce moment-là, parce qu'on gagnait. Même histoire qu'avec Madoff, hein, personne ne s'intéresse à comment on fait l'argent tant que ça gagne. Et après, on se réveille et tout le monde qui dit que c'était évident. Donc ça, c'est exactement la même chose pour la Chine. Mais du coup, qu'est-ce que ça ouvre? Ça ouvre ce dont on avait parlé dans les différentes rotations il y a déjà 1 an ou 2 ans, ça ouvre tous les marchés un petit peu limitrophes, les localités, c'est-à-dire avec des relocalisations, avec des marchés qui, au lieu d'avoir une seule usine en Chine, ils vont essayer d'exposer un peu le truc pour exposer le risque. Si jamais il se passe un truc en Chine, le jour où il y a Taïwan, ce que vous voulez, il me faut potentiellement une usine en Thaïlande ou en Malaisie ou peu importe. Mais donc voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine pour moi continue de rester non investissable pour la majorité des flux, malgré le rebond qu'il y a eu, etc. Mais je pense que ces flux-là vont aller sur les marchés qui sont plus à côté. Donc quand on parle Amérique latine, personnellement moi Brésil, Argentine, quand on va parler États-Unis, le Mexique, bon c'est des choses qui sont déjà en branle-bas de combat, mais ceux qui se souviennent savent que c'était des hypothèses de travail qui ont 2 ans facilement maintenant. Et en Asie, bon, l'Afrique, c'est toujours plus problématique parce que c'est l'idée également de timing, mais le Nigeria a peut-être quelque chose à jouer au-delà de l'Afrique du Sud, et c'est certain, mais le Nigeria est toujours un pays que j'ai regardé, mais même chose, aspect de timing, ça fait 3 ans que je le regarde, hein. C'est un aspect de timing, démographie, etc. C'est un processus très très long, et comme je vous ai dit, voilà, je préférais, moi, dans ma vie d'investisseur et dans le temps qui me reste, jouer plutôt les sous-vagues que les grandes vagues. Alors, ça me fera une belle jambe d'avoir raison, potentiellement, sur le Nigeria dans 20 ans, mais j'aurais rien gagné entre-temps, si vous voulez. Donc, je préfère jouer les sous-vagues. L'Asie, concrètement, donc, si la Chine n'est pas investissable ou investissable au même niveau qu'avant, la Thaïlande, si vous voulez, mais l'Indonésie aussi, mais plutôt donc aller partir Malaisie, Indonésie, sur également des pays qui sont limitrophes, mais qui sont également producteurs d'énergie, parce qu'on sait que ça va être stratégique et que ça va être très très important pour ces pays-là. Et on voit les pays d'Asie qui ne sont pas également producteurs d'énergie, qui ont un petit peu plus de mal, parce qu'ils fonctionnent un petit peu trop sur les services, et voilà, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ou de la production, je dirais, de basse qualité, et donc voilà, c'est difficile de prendre... ils sont quelque part tués par le dollar quand il est fort, mais également par le prix des énergies. Donc ça annule un petit peu ce qu'on peut éventuellement gagner en gain de productivité ou en qualité. Sinon, d'autres pays qui sont développés, je dirais comme la Corée du Sud, même chose, hein, c'est des problématiques de démographie dans ces pays-là pour les années à venir, mais si vous voulez, c'est des pays qui sont sécurites et qui peuvent énormément accueillir des entreprises qui vont démultiplier les entrepôts, les chaînes d'assemblage, etc. Ce qui va démultiplier les coûts également, hein. Donc c'est également... un pan, si vous voulez, de croire que l'inflation va être linéaire dans les années à venir, c'est parce que cette démultiplication-là, je veux dire, on sort un petit peu du just-in-time, on revient un petit peu en arrière, et le Covid, on a vu les limites du just-in-time avec le Covid, et le nombre de mois, si vous voulez, dont on a besoin pour un petit peu recouvrir les logistiques, les chaînes logistiques. Donc ça, voilà, c'est très compliqué, et on va certainement sortir un peu de ça, ce qui rajoute certainement un surcoût. Ce que je trouve très intéressant également, c'est le tableau un petit peu à la fin du rapport qui nous explique un petit peu que les gagnants de ce début d'année 2023 sont les perdants de 2022. Et là, je ne vais pas me répéter, mais c'est exactement la même définition, si vous voulez, sur comprendre un petit peu l'aspect technique des marchés et justement les rachats de vente à découvert et comment ça fonctionne. Donc ça pour moi c'est un élément qui est très important. Autre élément également, c'est qu'il parle d'un certain nombre de marchés qui sont un petit peu surachetés parce qu'ils ont un écart avec les moyennes mobiles qui est important. Et ça, il y a 2 façons de le corriger. Soit on fait du prorata, bête et méchant en mode violent, ça c'est ce dont tout le monde a peur, mais c'est pas ce qui se passe la majorité du temps. Ce qui se passe la majorité du temps, c'est plutôt une espèce de consolidation à plat, alors ça zigzague légèrement, mais vous n'avez pas énormément de volatilité. Justement, ça fait votre consolidation à plat. Donc c'est là aussi où il faut faire attention, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans des marchés qui sont dits un petit peu surachetés, d'une part, ça peut toujours être encore plus suracheté,
Deuxièmement, le risque, c'est d'avoir un prorata, mais il ne faut absolument pas croire que ce prorata ne peut pas être quelque chose qui se fait dans le temps, plutôt que le crack, etc., mais quelque chose qui se fait dans le temps. Exactement ce que essayent de faire les banques centrales, c'est-à-dire de diffuser le problème dans le temps, plutôt que de faire un petit peu un on-off. Et certes, l'économie redémarre mieux, plus sainement, avec une meilleure utilisation des capitaux, mais vous avez une saignée qui fait très très mal et qui potentiellement peut créer des maux bien plus importants avec les populistes, etc. et d'autres problématiques plus sociales et politiques qui peuvent, historiquement, nous ont démontré que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire de faire le nettoyage comme ça de manière un petit peu drastique, même si par la suite, en règle générale, c'est plus clean, mais voilà, il y a des périodes historiques qui sont un peu plus compliquées. Donc voilà, ça c'est cet aspect-là pour moi, et c'est ce que je retiens quand je lis ce rapport-là, si vous voulez, c'est comme ça que j'extrapole les choses, et le but, voilà, c'est pas de dire ils ont raison, ils ont tort, etc., c'est de voir également quelle est la mentalité, de voir également la rapidité avec laquelle ils changent d'avis, hein, parce qu'il y a 2 mois, c'était pas du tout le même avis, donc le consensus a également changé très rapidement. Et très certainement, si vous voulez, tout ce qui est écrit ici fait sens, c'est logique, etc. Mais c'est là, la conclusion, si vous voulez, de cette vidéo, et la conclusion pour moi en tant qu'investisseur, c'est que c'est pas d'avoir raison, si vous voulez, qui est important, et de voir arriver les sous-vagues, c'est le timing. Donc en gros, pour moi, ce qui est important, c'est la préparation, donc prendre du temps dans la préparation, mais absolument pas tirer avant que le marché nous dise de tirer, avant que le marché nous dise « oui, c'est ça que je vais jouer, c'est ça que j'ai envie de jouer ». Et après, voilà, peu importe qui a raison, qui a tort, mais moi, ce qui va m'importer, c'est ça. Parce que c'est ça qui va créer du flux, c'est ça qui va créer du mouvement, et qui va me permettre d'être dans le bon sens très rapidement, plutôt que de me palucher une position, certes, potentiellement dans 6 mois, 1 an, sera gagnante, mais pendant ce temps-là, si vous voulez, c'est du capital bloqué, c'est de la perte d'opportunité, et c'est du doute. C'est de la souffrance, c'est du doute, c'est est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, et très souvent c'est une position larguée en moins-value au pire moment, au moment où le marché décide de remonter. Mais l'erreur à ce moment-là, si vous voulez, c'est pas d'avoir vendu, c'est d'une part d'avoir conservé le titre au-delà de son plan, et surtout plus tard de ne pas revenir quand le marché nous donne à nouveau des signaux que c'est ça qu'il a envie de jouer. Parce qu'on s'est pris une benne sur ce truc, voilà, c'est important, comme quand vous tombez de cheval, si vous voulez, de remonter très rapidement sur le cheval dès que le cheval vous indique qu'il est à nouveau dans des bonnes dispositions pour vous accepter. Ça, c'est ça pour moi, si vous voulez, qu'il faut retenir de ces éléments-là. On dit très souvent, si vous voulez, que c'est du bruit de marché, que la macro va vous faire du bruit de marché, etc. C'est vrai si on pense qu'on doit l'utiliser pour deviner le marché et qu'est-ce qui va se passer dans le mois prochain, dans 6 mois, etc. et anticiper. Non, c'est là où est l'erreur. On est là pour avoir le chemin des possibles, pour que quand le marché donne des signaux, on sait déjà ce qu'on veut faire. On est déjà préparé, et donc ça nous permet de réagir beaucoup plus rapidement plutôt que de faire comme le consensus, de retourner la veste mais un mois trop tard. Et à ce moment-là, on a loupé l'essentiel des performances. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager sur vos réseaux, ça aide la chaîne à se faire connaître. Je vous remercie par avance, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut les graphes.